On le sait, Bleach a fait son grand retour. Il y a de cela 2 années, juste après 10 autres où il aura été bien absent de nos écrans, s'étant arrêté sur l'interruption de son animé et une clôture de son manga avec un arc qui aura divisé. Et vraiment, le mot est faible. Pourtant, c'est probablement mon arc favori de Bleach. On y verra l'apothéose de l'art de Tite Kubo et de l'histoire de son protagoniste, Kurosaki Ichigo. Oui, il faut bien que je donne un peu de positif sur une des œuvres qui m'aura le plus marqué, parce qu'aujourd'hui on va faire tout le contraire. Car bien que j'apprécie ce manga, cela ne veut pas dire qu'il est exempt de tout défaut à mes yeux. Même son auteur aura exprimé vivement son désir de corriger le tir. Son dernier arc n'a pas pu prendre la forme qu'il avait souhaité et travaille actuellement sur sa toute récente adaptation en animé. Mais selon vous, est-ce une bonne nouvelle ou plutôt un pansement sur une jambe de bois ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui il va en avoir des choses à dire, car on va faire le point sur le final d'une des œuvres marquantes du Shonen Neketsu et répondre à cette question. Faut-il changer la fin de Bleach ? ソウルソサエティを守ってくれ、黒崎一号。Tu t'en doutes, on va spoiler l'arc final de Bleach. Donc si tu l'as pas vu, je t'encourage à aller le voir parce qu'il est vraiment pas mal, malgré tous les défauts qu'on va relever aujourd'hui. Et pour les animés only, vous inquiétez pas, je préviendrai s'il y a du spoil. Si tout est bon pour vous, on est parti. Je pense qu'une petite remise en contexte de l'arc ne serait vraiment pas de refus. La guerre sanglante millénaire ou TYBW, j'avoue le titre est assez complexe mais c'est un peu à l'image de l'arc. Car ici c'est le point de convergence des 54 précédents tomes de Bleach. Toutes les factions que l'on aura croisés par le passé seront plus ou moins impliqués, ce qui annonce déjà un arc aux ambitions grandioses, dont le moteur est on ne peut plus simple, la vengeance. C'est ce qui poussera le Vandenreich à déclarer la guerre à l'instance qui régit la mort, celle qu'il y a de ça 1000 ans aura exterminé une bonne partie d'une race. Je parle bien évidemment des Quincy. Donc après un arc qui met en opposition les Shinigami, les Holos et même les humains, Tite Kubo semble vouloir s'attaquer au 4e et dernier peuple, faisant de lui l'élément central de cette guerre, les érigeant en tant que réelle menace surpassant toutes les précédentes auxquelles on aura pu faire face. Et ça, c'est un aspect qui a été selon moi extrêmement bien réussi. La déclaration de guerre, la première attaque, Yamamoto, créateur et représentant de l'institution millénaire qu'est le Gotei 13 qui subit les conséquences de ses actes, tout s'est enchaîné parfaitement. Mais bien sûr, notre protagoniste Kurosaki Ichigo ne sera pas en reste. Il devra encore, malgré lui, se lancer dans un combat qui lui semble juste. En même temps, c'est ce qu'il a toujours fait. Sauf que là, des résolutions trop superficielles n'ont pas leur place dans cette guerre. Pour pouvoir protéger les siens, Ichigo devra faire face à qui il est réellement. Tout ça, ce n'était que le cours 1 sur 4 de cet arc. Et bien que ce ne soit que mon avis, son exécution est magistrale. On a l'un des meilleurs combats, le meilleur flashback de la licence et une introduction des Quincy qui les pose en tant que réelle menace. Je pense qu'on peut s'accorder sur ça pour cette vidéo, la première partie de l'arc, elle est vraiment sympa. Par contre, pour le reste, c'est une autre histoire. C'est là que le tableau vient s'assombrir. Le reste de l'arc ne sera qu'une escalade de beaucoup, mais vraiment beaucoup de problèmes auxquels on aurait pu s'attendre. Vu que les arcs de guerre dans les shonen, c'est souvent compliqué. Coordonner autant de personnages dans une toile encore plus grandiose que toutes les précédentes, c'est un exercice sur lequel de nombreux auteurs se sont cassés les dents. Et dans une logique de clarté, ici on va revoir ensemble chronologiquement ce qui n'a pas été. Un élément que je n'ai pas rappelé mais qui a contribué à rendre l'armée Quincy encore plus menaçante à l'égard des Shinigami, c'était leur technologie, les rendant capables de subtiliser et réutiliser les Bankai. Une idée de l'auteur que je trouve vraiment très intéressante et totalement cohérente. Vu que dès le début du manga, malgré le manque de moyens, on voyait Ishida user de nombreux outils Quincy, qui lui auront permis de surpasser plusieurs adversaires malgré l'écart apparent de force. Pouvant ainsi sous-entendre que les combats face aux Quincy pourraient être d'un nouveau genre. Ici, la force pure ne suffirait pas. Et donc les capitaines dépossédés de ce power-up qui leur aura sauvé un peu trop souvent la mise devront faire pour la première fois preuve d'ingéniosité pour gagner. Vous la sentez l'ironie ? Malgré la vaine tentative de certains, ils se feront tous laver, et ne gagneront uniquement grâce à l'intervention de Urahara qui leur donnera une pilule qui rend les Bankai. Oui, c'est un peu plus détaillé dans l'œuvre, mais ça ne vient pas la rendre plus intéressante.
Donc les combats continueront comme ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir Shikai, Volstanding, Bankai et Victoire. Le seul qui s'en distinguera réellement sera Mayuri, qui nous offrira des combats vraiment imprévisibles dont il a le secret. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Je me permets aussi de survoler plusieurs combats qui sont certes plutôt sympas et jolis à voir, mais qui ne semblent être que des vecteurs pour dévoiler tout ce que le personnage concerné pourrait faire à la bagarre. On va plutôt se concentrer sur le retour du GOAT, qui fera son entrée dans la bataille après avoir finalisé son entraînement et renforcé sa conviction, révélant aux yeux de tous ses véritables capacités. Et à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de me dire que le moi de 13 ans qui avait découvert ce chapitre aurait adoré voir cette scène en animé. Bon, après sa conviction sera vite ébranlée en voyant Ishida, qui a trahi ou plutôt fait honneur à son camp. Enfin ça dépend comment tu le vois. Sans compter que son retour aura permis à Yua d'enfin entrer dans le palais du roi des esprits, ce qui va nous donner une superbe séquence qui nous rappelle que Tite Kubo est un fan de Saint Seiya, nous donnant un long voyage pendant que l'antagoniste avance vers son objectif, et surtout des escaliers. Beaucoup d'escaliers. Il faut se dire que le retour d'Ichigo après plusieurs tomes est malheureusement l'un des événements qui retombe le plus à plat. Sachant que même l'anime s'est permis de supprimer certaines scènes en rapport, c'est vraiment dommage. Bon, maintenant on va aborder des événements qui n'ont pas encore été adaptés en animé. Donc pour les anime only, je vous conseille de sauter à la conclusion et de revenir plus tard. Pour les autres, j'en profite de vous inviter à venir liker la vidéo et vous abonner. C'est le meilleur moyen de me donner de la force. Bon, j'en ai fini avec la promo relou de youtubeur, on peut passer à la suite. J'en étais où déjà ? Ah oui, les escaliers. Ichigo arrivera finalement à rattraper Yua qui se sera occupé du roi des esprits. Mais en fait non, c'était un piège pour que ce soit Ichigo qui porte le coup de grâce, pendant que Ishida qui les a trahis va encore plus les trahir, nous offrant un retour à la case départ parce que ça manquait un peu d'escalier. Là on arrive dans une phase où l'on sent que Kubo veut aborder plein de points importants dans son intrigue, mais vu qu'il n'a pas le temps, tout semble confus. La mort du roi, le kamikake du Kitake, la libération d'Aizen, les Vizard qui arrivent, mais aussi les Arrancar, les capitaines qui tentent de les rejoindre, c'est trop de personnages à traiter. On a même les Fullbringers, mais je crois qu'on va les oublier pour le moment. Attendez, j'ai l'impression qu'on a oublié un truc plutôt important. Les Quincy. Oui, on a une vingtaine de Sternritter, la garde royale, Ishida, certains qui ont été trahis par Yua qui veulent se venger et donc s'allient aux Shinigami. On veut aussi nous montrer un peu d'interaction entre la garde royale, mais on n'a pas le temps, il reste que 6 tomes. En comparaison, c'est ce qu'il a fallu pour développer l'introduction de Yua, la mort de Yamamoto et le flashback des origines d'Ichigo. Donc comment sur la même durée on peut traiter infiniment plus d'informations ? Eh bien la réponse c'est on ne peut pas. Surtout que dans ce que je vous ai listé précédemment, j'en ai probablement oublié énormément. Mais toujours pas le temps, c'est l'heure de la bagarre. Beaucoup de bagarres. Ce qui est un peu normal vu que c'est censé être un arc de guerre. Ce n'est pas une mauvaise chose et n'handicape pas le récit. Vu que selon moi, un affrontement est un bon moyen de développement de personnages. Et justement, certains d'entre eux ont permis d'y contribuer. Je pense notamment au combat de Mayuri contre Pernida et celui de Kyoraku contre l'île Barreau. Mais le problème c'est que beaucoup de ces combats sont un peu trop linéaires, ou juste expédiés en 2 cases. Ichigo contre Askin, c'est un excellent exemple. Mais le problème ne se situe pas dans le fait de ne pas avoir vu un combat de plus. C'est plutôt le fait de voir Ichigo enchaîner les échecs. Tout ce cheminement avec la reforge de son Zanpakuto pour perdre encore plus facilement qu'avant. De tous les combats à abréger, choisir celui du personnage principal n'était pas forcément la meilleure des idées. Alors, entre deux, Ulki a sorti une vidéo dessus qui revient un peu plus en profondeur sur ce sujet, que je trouve au passage extrêmement pertinente, donc si ça vous intéresse, je vous la mets en description. Un des rares que j'ai apprécié, je l'ai cité précédemment, c'est celui de Kyoraku. Hormis le fait que ce soit mon capitaine favori et qu'on voit enfin son Bankai et qui est incroyable, l'issue du combat sera autre que se baser uniquement sur des power-up. Même si l'introduction des Zanpakuto propres au clan est vraiment arrivée comme un cheveu sur la soupe. Un peu plus de contexte aurait été le bienvenu. Mais attention, je ne fais pas partie de ces personnes qui estiment que les power-ups sont une mauvaise chose. Vu qu'ici on parle toujours de shonen neketsu, ce serait vraiment hypocrite de s'en plaindre. Personne ne va dans une pizzeria pour se plaindre qu'il y a trop de pizza. Oui, je devais avoir un peu faim en écrivant cette vidéo. Et bien là, dans Bleach, voir des Bankai n'est pas un problème. Clairement pas. Ce qui me dérange le plus, c'est la linéarité de ces combats. Celui qui gagne n'est pas celui qui utilise le mieux ses atouts, c'est plutôt celui qui en a le plus. Et ça c'est vraiment le comble quand l'un des plus gros combats de cette partie sera celui du personnage aux milliers de plans de bataille. C'est quand même triste de se dire que Urahara Kisuke n'aura pas été plus intelligent que son adversaire. Il aura juste permis de faire plus de caméos pour les espadas. Vient alors les 2 points les plus importants de l'arc, le combat final et la trahison d'Ishida. L'arc Quincy aurait dû être celui qui le met à l'honneur. Son enrôlement dans
dans l'armée du roi en tant que membre de la garde et surtout successeur désigné de Yua. Avec ce postulat, comment peut-on sous-entendre que Uryu était toujours du bon côté, vu que le roi Quincy lui-même avait accordé toute sa confiance? Et si Ishida avait bel et bien changé de camp, il aurait fallu une bonne justification. La seule justification qu'on aura, c'était Ishida qui voulait faire cavalier seul. Comment a-t-il fait pour gagner la confiance de Yua, qui a quand même des dons d'omniscience? Vraiment, il manque clairement quelque chose. On sent tout au long du manga qu'il y a une intrigue autour de cela. La plupart des stères ne lui font pas confiance. Mais non, rien ne sera expliqué. On apprendra même que Jugram finira par contribuer à son tour à la défaite de son alter ego, en lui cachant le futur où il se prendrait le coup final. D'ailleurs, parlons-en, le combat final n'aurait pu être que catastrophique. Malgré le fait qu'on a eu du beau monde, il y a eu très peu d'explications. Voir Ichigo et ses deux amis accompagnés de l'antagoniste phare du manga sur le papier, c'est exceptionnel. C'était vraiment un moment où on aurait pu nous en mettre plein les yeux et avoir droit à des répliques mémorables. Mais en face, on a un Yua omnipotent auquel on vient d'ajouter à cela sa fusion avec le roi des esprits. Donc un simple Getsuga Tensho ne viendra pas à bout de ce dernier, vu qu'il est pour ainsi dire virtuellement intuable. Donc pour abattre un ennemi aussi puissant, l'antagoniste final, la seule solution c'est la flèche d'argent. Alors j'aimerais bien vous expliquer ce que c'est, mais l'auteur lui-même aura été avare d'explications. Tout ce qu'on sait, c'est que cela permettra à Ichigo de conclure avec un gros coup d'épée, qui en vrai promet d'être plutôt stylé en animé. C'est donc ainsi que se terminera l'arc Quincy. On aura un épilogue 10 ans plus tard où on verra que tout le monde est heureux. Ichigo aura même eu un enfant qui aurait pu régler le précédent combat à lui tout seul. Et non, je ne parlerai pas de l'arc enfer, parce que déjà pour le moment je préfère profiter de ce qu'on a déjà, sachant que tout ce qu'il y a d'intéressant à relever sur cet arc a déjà été dit. Je n'ai pas trop envie de vous faire des théories sur Ichigo qui va aller en enfer pour affronter Thanos et Joule parce que j'ai pas d'autre idée. Bon, je pense que vous l'avez compris, le problème de cet arc c'est qu'il brasse énormément d'informations. Tout restituer rendrait la vidéo 3 fois plus longue et j'ai pas prévu de vous faire poser des RTT pour regarder mon contenu. Mais en tout cas, avec tout ce qu'on vient de voir, on peut déjà à peu près répondre à cette question. Faut-il changer la fin de Bleach? Eh bien pour moi, il n'y a qu'une seule conclusion possible. La fin de l'arc Quincy n'a pas besoin d'être changée, seulement son exécution mérite de l'être. C'est sûr que cela peut paraître étrange à prime abord au vu de mon titre, mais selon moi, la finalité de cet arc semble être dans la direction que l'auteur avait choisie à la base. Et toutes les modifications et ajouts qu'il semble apporter dans l'animé va un peu dans ce sens. Il ne fait qu'apporter des précisions, des éléments de lore et des combats qui ne font que mieux justifier les événements que nous connaissons déjà. Yamamoto a un passé commun avec Yua, on aura le droit à un flashback. Ishibei qui semble un peu louche, flashback. Pareil pour les Bankai de la Division 0. Dans le manga, leur combat aura été achevé hors champ. L'animé ne fait que nous en montrer un peu plus, mais on se doute que l'issue sera la même. Après, l'avenir me donnera peut-être tort, et ce n'est vraiment pas grave. Tant qu'on enlève à cet arc cette saveur de pas le temps d'expliquer, je serai grandement satisfait. Surtout qu'on peut s'estimer chanceux d'être l'un des rares cas où l'auteur peut revenir sur la fin de son œuvre, et cela après des années après sa publication. Donc voyez plutôt le reste de cette vidéo comme une petite discussion entre vous et moi sur les possibilités qu'offre cette adaptation en animé. On n'est pas vraiment là pour faire des prédictions, mais plutôt voir ce qu'il pourrait être pertinent à revoir pour la suite. C'est d'ailleurs pour cela que je vous avais fait la demande suivante. Si vous aviez une seule chose à modifier dans cet arc, quelle serait-elle? Et vos suggestions auront été nombreuses, certaines plutôt intéressantes et quelques-unes plutôt discutables. Et d'autres, voilà. Donc voyons ensemble les changements possibles qui selon moi semblent plutôt intéressants. La plus évidente concerne le groupe qui fera office d'antagoniste, les Sternritter, car sans mauvais jeu de mots, ils ont un problème de taille. Ils sont beaucoup trop nombreux. Les 13 capitaines de la cour, les espadas numérotés de 1 à 10, les 5 membres de la Execution, eh bien ils seront un peu en sous-effectif face aux 27 porteurs de Shrift. Essayer de les développer sur 19 tomes tout en laissant assez de place pour le reste du casting, c'est vraiment quelque chose de compliqué à faire. Surtout que vraiment certains étaient totalement dispensables. Et on sait que dans ce genre de situation, Tite Kubo n'a pas le temps d'en exposer assez. L'exemple de l'Espada aurait dû nous alerter. Certains auront été soit sous-exploités, soit carrément anecdotiques. J'en parle individuellement, mais c'est avant tout un groupe d'antagonistes, qui malheureusement ont eu très peu d'interactions. Les seules exceptions vraiment intéressantes étaient Jugram et Basby, qui auront donné un minimum d'intérêt et d'attachement envers ces personnages, nous permettant de nous mettre un peu plus à leur place et surtout donner un sens à leur combat, et même développer leur motivation commune. Il ne faut pas oublier que c'est une sorte d'armée unie sous le même drapeau, avec un design et une influence très Hugo Boss. Le tout dirigé par le terrifiant et charismatique Roi Quincy, qui a d'ailleurs une manière de diriger qui est totalement différente de celle d'Aizen, mais pourtant avec un objectif extrêmement similaire.
renverser le roi des esprits. Pour moi, c'est un postulat qui part plutôt bien mais qui mérite d'être aussi un peu retravaillé, car on a un manque évident de détails entre les rapports qui existaient entre le roi des esprits et Yua. L'anime semble vouloir étoffer ce passé, notamment lors du cours 2, ce qui est pour moi une bonne chose, mais on en a besoin d'un peu plus. Avoir quelques éléments qui nous permettraient de mieux justifier le parricide, vu qu'on ne sait toujours pas si les actes de Yua étaient simplement de la haine ou de la miséricorde envers son père. C'est selon moi un point qui mérite beaucoup d'être éclairci. En restant dans les trahisons et les relations familiales, on va parler un peu du cas de Ishida ou Ryu. Son intégration à la Schutzstaffel a très peu de sens pour moi. Surtout pour le résultat que cela donnera, c'est pour moi un peu inutile et injustifié. On sait seulement que par fierté, il avait souhaité faire cavalier seul. Mais au départ, pourquoi souhaitait-il arrêter Yua? Et comment la simple conversation avec Ichigo l'a-t-elle fait abandonner ses plans? Un peu plus de phase introspective sur le personnage serait vraiment pas de refus. Et je ne vous embêterai pas avec mes questions sur le rôle de son père dans tout cela, qui semble en savoir énormément mais n'agira pas sauf pour transmettre la flèche d'argent, qui selon les légendes pourrait neutraliser les pouvoirs du roi, donc donner une chance de victoire. C'est effectivement ce qu'il se passera, mais cela manque de mise en place. Je pense que mieux amener cela aurait pu donner à cette flèche une symbolique forte, celle de la rébellion de la famille Ishida, qui semble avoir pas mal souffert de cet héritage, donnant un peu plus d'intérêt à la défaite de Yua, même si le coup final restera porté par notre protagoniste Ichigo. Et lui aussi, il faut en parler. Je sais que beaucoup comme moi souhaiteraient avoir un peu plus de temps d'écran pour leur personnage secondaire favori, mais soyons un peu honnêtes, aucun d'entre eux est vraiment pertinent. Aucun d'entre eux ne pourra donner plus de sens à cet arc. Cela va de même pour certains Bankai ou capacités qu'on n'aurait pas vues. Sauf que là, on parle de notre personnage principal. Ce n'est pas aujourd'hui où je vous parlerai de son développement, mais l'arc Quincy aura débuté avec le meilleur des flashbacks. C'est avec celui-là que Ichigo aura l'un des moments les plus forts de toute son écriture, se retrouvant pour la première fois entier, en phase avec lui-même et prêt à faire face à tous les obstacles. Je ne vais pas refaire la blague des escaliers, mais son seul combat, si je peux le nommer comme tel, sera contre les Bambis. Sinon, le reste du temps, ce ne sera que des mises en retrait pour se concentrer sur les autres personnages, ou des défaites. Contre Yua, je veux bien comprendre, mais c'est l'attitude d'Ichigo qui m'a réellement dérangé. Pourtant, le combat commençait extrêmement bien. Je trouve que son alchimie avec Orihime transparaît toutes les épreuves qu'ils ont pu traverser par le passé, et donne de vraies scènes dont j'ai hâte de les voir adaptées en animé. Mais du coup, c'est après cela que ça se gâte. Ichigo venait de faire un discours sur le désespoir et à quel point il ne s'est jamais laissé abattre pour finalement se décourager juste après, lorsqu'il apprendra le réel pouvoir de Yua. Toute cette préparation pour finalement le mettre en retrait puis oublier sa toute récente évolution, c'est pour moi un énorme gâchis. Je peux accepter le choix de ne pas révéler la nature de son Bankai. Juste se dire qu'il est si puissant que le roi lui-même le craint, ça donne une certaine aura, entretenant une forme de mythe autour de lui que j'apprécie énormément. Mais nous dire tout le long qu'Ichigo est devenu une véritable menace aussi fort physiquement que mentalement, pour finalement nous montrer tout le contraire. Je ne suis vraiment pas convaincu du cheminement de tout ça. Je suggère de passer cette scène ou au moins de mieux l'amener. Nous faire comprendre ce que Yua provoque dans le cœur d'Ichigo. Ce qui aurait peut-être pu nous faire mieux comprendre cette scène. Pour moi, le traitement d'Ichigo est clairement à l'image de l'arc. Vraiment bien parti avec beaucoup de bonnes idées, mais qui finira par se perdre dans sa complexité. Je pense qu'on a pu faire le tour des plus gros points qui m'ont dérangé dans cet arc final. Je le redis encore, mais c'est mon arc favori de Bleach. Cette vidéo ne sert qu'à apporter une petite discussion sur le sujet. Je n'ai pas parlé de plein de petits détails que certains ont relevés, parce qu'en soi ça aurait pu être redondant, mais n'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet en commentaire. Bleach, malgré ses défauts, restera une œuvre majeure de notre temps, qui certes n'aura pas eu la même perception que d'autres de ses acolytes du Shonen Jump, mais c'est totalement normal. L'histoire de Kurosaki Ichigo s'était déjà placé dès le départ en marge du reste, de par son caractère moins grandiose. Ici, le but n'a jamais été de nous inspirer, mais de mieux nous permettre de nous identifier, car ici, personne n'est parfait. Et si quelqu'un ou quelque chose prétend être le contraire, c'est qu'il se trouve déjà à l'opposé de ce qui fait l'homme. Donc pour la suite, parmi tout ce que l'on pourra suggérer, souhaiter, voire même exiger pour certains, eh bien il y aura sûrement des ratés et des échecs. C'est même une certitude. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de prendre exemple sur son protagoniste et de se relever. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne. Un like, un partage, un abonnement. Je le dis très souvent ça en ce moment. Cette vidéo, elle va un peu servir de capsule temporelle. À l'heure où j'enregistre, il y a des rumeurs qui disent que la troisième partie de l'anime devrait sortir pour cet été. Donc je suis très curieux de pouvoir la revisionner et voir si on avait un peu vu dans le futur. Donc c'est un peu le moment de faire nos prédictions. Bref, en tout cas, j'ai fait pas mal de vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, passez sur Twitch pour discuter, on se retrouve pour la prochaine et j'ai toujours pas d'idée tout trop.